remercie. Alain Gournac pour terminer. Je voudrais effectivement dire que j'étais très satisfait d'entendre les représentants des pays amis de la France, parce que le problème, il ne nous est pas réservé. Nous venons de voir dans un pays que je connais bien, qui est le pays que vous représentez, madame, et je pense qu'il y a des idées, et que ces idées, nous pourrons les échanger. Hein, alors, il y a des spécificités, mais il y a des idées qui sont, en général, tout à fait intéressantes, parce que nous allons avoir des propositions à faire. Le final de notre travail. Alors, ma première question va vers monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Vous nous avez dit, oui, monsieur, c'est pour vous, le nombre d'imams. Vous avez beaucoup d'imams qui vont dans les prisons, parce que vous avez dit, il y a un nombre d'aumôniers. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'aumôniers dans les prisons? Nous, on vient de visiter une prison française, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il y a les imams? Et puis, vous nous avez parlé d'agents dans les prisons. Alors, je pense que c'est des agents de renseignement. Ah, vous n'avez pas? Ah bon? Parce que nous, on est en train de pousser des agents qui sont de l'administration pénitentiaire, de façon à nous donner... C'est pareil que vous? Bon, de façon à nous donner des... Ma deuxième question, c'est à l'ensemble de nos amis ambassadeurs. Est-ce que vos pays acceptent que les lieux de culte soient financés par des pays étrangers? Quelle est votre position sur cela? C'est-à-dire, est-ce que d'autres pays peuvent payer? Et puis à vous, Madame l'ambassadrice, on a bien sûr été extrêmement touchés par ce qui s'est passé. Ça peut vous dire, c'est comme si c'était chez nous, hein, je vais vous dire, exactement pareil, quand j'ai entendu les choses. Ben, on a vu qu'il y avait une grande manifestation aussi. Nous aussi, on a eu une grande manifestation. Mais, madame, on a vu aussi qu'il y avait une manifestation pour soutenir précisément le tueur. Est-ce qu'il y a une législation dans votre pays qui va réagir? Et puis, nous avons entendu, alors, sur plusieurs radios, des jeunes qui étaient de ce quartier, je pense, hein, je crois, qui nous expliquait combien il fallait absolument soutenir ce genre de choses. Quelle est la possibilité de la justice de votre pays, qui est un grand pays de la liberté, vis-à-vis de cette manifestation et vis-à-vis de ces déclarations? J'en ai vu 3 ou 4 jeunes dont même un s'exprimait parfaitement en français et nous expliquait bien qu'il fallait soutenir ce système de djihadistes. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, le grand privilège de la présidence, c'est de commencer à poser des questions, c'est aussi de poser la dernière. J'attendais que mes collègues se manifestent. J'aurais donc une dernière question collective, je dirais. Est-ce que vous avez chacun dans votre pays respectif un établissement de formation des imams? Parce que une des préoccupations, on a parlé de financement des lieux de culte, mais on a aussi un problème de formation. Alors nos amis britanniques ont réglé le problème en imposant les prêches en anglais. Ce n'est pas encore tout à fait fait chez nous. Et nous avons évidemment des imams et des aumôniers qui ne sont pas des nationaux et qui, comme le dit très joliment le responsable de formation en France, il faut mettre le texte dans le contexte, c'est-à-dire la religion dans le contexte du pays dans lequel elle s'exprime. Je vous remercie et je vous laisse la parole. Monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne, vous commencez. Merci beaucoup, madame, et merci, monsieur et madame les sénateurs, pour l'intérêt que vous avez porté et pour les questions très, très pertinentes. Je vais essayer de répondre à plusieurs. Mais je laisse le soin de mes collègues de répondre aux plus difficiles. C'est probablement comme ça que ça doit marcher. Sur les renseignements, on ne peut pas dire grand-chose, bien sûr, mais je peux parler en tant qu'ex-coordinateur de renseignement. Je peux assurer les sénateurs présents qu'il y a une excellente coordination entre les services européens, mais c'est en dehors du cadre de l'Union européenne. Disons comme ça. Ce n'est pas dans la compétence européenne, mais ça existe et ça marche bien. Et c'est absolument essentiel que ça marche bien. Dans le cadre de l'Union européenne, nous sommes absolument en faveur d'un PNR et un PNR qui permet l'échange d'informations sur les vols intra-européens, bien sûr. C'est urgent. Je sais que la France
en fait une quand même, et nous aussi, mais c'est beaucoup mieux que ça se fait au niveau européen. Une autre chose qu'il faut faire au niveau européen, c'est tracer les armes et lutter contre les disponibilités d'armes lourdes, qui est essentiel aussi. Quelqu'un a fait mention au flux financier. Je ne suis pas un expert, mais je sais qu'il y a des moyens de tracer les flux financiers. Peut-être pas, Madame la sénateur, suffisamment fine pour avoir des petits flux. Chez nous, un moyen qu'on utilise, c'est la proscription de certains groupes terroristes. Si on les proscrit, à ce moment-là, on peut poursuivre leur financement aussi, éviter qu'ils collectent les fonds, par exemple. Un mot sur les aumôniers. Chez nous, oui, effectivement, nous avons davantage d'aumôniers dans les prisons que c'est le cas en France, et nous les payons. Je ne suis pas certain que nous les formons. Nous exigeons, comme vous dites, madame, qui prêche en anglais, mais nous avons ça. J'essaye de faire référence au personnel pénitentiaire que nous formons pour être vigilants pour les signes de comportement suspects ou à risque. Mais aussi, nous avons une petite structure aussi de renseignement de ce qui se passe dans les prisons. Parce que dans les prisons, c'est un vrai pépinière de radicalisation, je pense, dans tous nos pays. Alors, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Un dernier mot de ma part sur l'Internet. Et j'entends et je comprends bien les appels pour légiférer au niveau européen sur l'Internet. Notre expérience à Londres, c'est qu'on peut avoir un bon accord, un bon partenariat avec ces grands fournisseurs d'accès à l'Internet, ces grands acteurs, au niveau volontaire, plutôt qu'avoir recours à la législation. Je donne par exemple la façon dont ils ont réagi à la pédophilie. Là, les grandes sociétés de l'Internet ont bien agi pour lutter contre la pédophilie en ligne, et nous pensons qu'on peut travailler avec eux aussi contre les sites radicaux et le matériel, le contenu radical en ligne. Nous avons depuis 2010 travaillé là-dessus. Nous avons fait supprimer 72 000 sites ou contenus radicaux en ligne. Je n'exclus pas du tout l'idée de législation, mais ça peut être long et compliqué. Et dans le court terme, il faut travailler en accord avec ces sociétés qui, quand même, ils ont leurs valeurs, leurs normes. Ils sont capables d'accepter que ce n'est pas bon pour leur business d'héberger les terroristes ou les gens qui prêchent le radicalisme. Alors, travaillant en volontariat, peut-être avec la législation en dernier recours si nécessaire. Merci beaucoup. Ça, je ne sais pas. Mon collègue expert, plus expert que moi, dit oui plutôt, monsieur le sénateur. Merci, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur des Pays-Bas, à vous. Merci beaucoup, madame la présidente. Quelques réponses aux questions qui ont été soulevées. Évidemment, on a parlé de la coopération européenne. Ça existe, heureusement. Et on ne sait pas tout, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contacts entre les services concernés, c'est clair. En plus, il y a les réunions de nos collègues à Bruxelles. Alors, sur ce plan-là, je crois qu'on fait déjà le nécessaire sans qu'on soit forcément au courant de ce qui se passe tous les jours. Pour les questions de finances, bon, je ne peux que parler pour les Pays-Bas, bien sûr, mais on a créé chez nous ce qu'on appelle une Financial Intelligence Unit. C'est une unité sur le renseignement financier qui fait une contribution sur le plan national et international en ce qui concerne le financement de terrorisme. Et cette institution, cet organisme partage des renseignements confidentiels avec des banques et enfin, comme vous avez dit, Western Union, etc., pour leur mettre dans une position de reconnaître des transactions qui sont peut-être suspectes. Alors, sur ce plan-là, il y a quand même des mesures assez concrètes qui ont été prises. Deuxième point, les imams. Il y en a dans la prison. Enfin, je tiens quand même à le dire. On trouve des aumôniers et des imams. Il y a 7 en fait religions qui sont représentées dans la prison.
protestants, les catholiques, islamistes, humanistes, juifs, bouddhistes et hindouistes. Alors, ce moment-là, je crois qu'on a fait le nécessaire. Et il y en a qui sont payés par l'État. Il y a des imams dans les prisons payés par l'État. Et d'ailleurs, il y a aussi des imams dans l'armée, bien sûr. Alors, sur ce plan-là, on fait le nécessaire. Et là, je crois que ça aide vraiment à accompagner les détenus qui sont dans les prisons. D'ailleurs, c'est un processus qui est fortement réglementé, vous vous imaginez. Troisième point qui a été soulevé, bien sûr, c'est la prévention, le contre-discours. J'en ai dit quelques mots dans mon introduction tout à l'heure. Je voudrais quand même souligner que le travail le plus important ici est à faire par les communes. Il y a le maire qui était là, d'une des villes tout près de Lyon. Mais là, effectivement, le travail se fait. C'est dans les communes, avec une coopération très étroite, bien sûr, avec le maire, les élus, les gens qui font l'éducation. Et là, comme je dis tout à l'heure, on met à la disposition de ces communes des moyens financiers aussi pour avoir des programmes aussi sur Internet pour expliquer ce qui se passe et pour tenir aussi ce contre-discours. Par exemple, et là je cite quelques mesures qui ont été prises, on donne de l'information sur la façon dont les jeunes sont recrutés, pour expliquer aux gens ce qui s'est fait, évidemment pour expliquer aussi les dangers qui vont avec ce processus. On veut démasquer les initiatives et les manipulations qui sont faites pour convaincre les gens d'une idéologie qui est bien sûr très dangereuse. Et un troisième point qui tombe sur cette activité-là, évidemment, on veut montrer les expériences négatives des gens qui sont partis et qui sont peut-être rentrés aux Pays-Bas. On veut montrer aussi aux jeunes qu'est-ce que cela veut dire si vous partez faire la lutte, etc., ailleurs. Alors tout ça fait partie de ce contre-discours. Évidemment, on essaie de faire ça dans une coopération très étroite entre la communauté musulmane et les autorités concernées. Et on cherche vraiment aussi ils ont appuyé les initiatives de ces communautés musulmanes pour leur appuyer dans leur démarche, parce que c'est encore mieux si eux le font eux-mêmes, pour dire aux gens, aux jeunes, etc., attention, c'est dangereux, il ne faut pas se tromper sur ce qui se passe, etc. Et là, je crois que, bon, c'est la façon, disons, un des moyens les plus importants pour éviter qu'il y a ce réseau, ce sol nourricier qui est là, qui n'est pas uniquement là pour recruter des gens, mais pour avoir aussi, disons, un environnement propice à le discours djihadiste, etc. Merci beaucoup. Il nous reste le financement des lieux de culte. Oui, ça existe. Ben, on ne l'interdit pas. On accepte d'autres choses, mais on n'interdit pas. Voilà. Merci. Merci.